Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors face au silence de Stonehenge, face à l'absence totale de sources écrites, une mécanique presque inévitable s'est donc mise en place, c'est l'imaginaire qui a pris le relais de la connaissance. Pendant des siècles donc, Stonehenge n'a pas été étudié, il a été interprété, il a été rêvé, instrumentalisé. Et ces interprétations ne sont pas neutres. Elles nous en disent souvent plus sur les époques qui les produisent que sur le monument en lui-même. Au Moyen-Âge, Stonehenge devient un objet de légende. Geoffroy de Monmouth, chroniqueur du XIIe siècle, l'intègre dans le cycle arthurien, bien sûr. Pour lui, Stonehenge n'est pas un vestige préhistorique, c'est une œuvre forcément magique, une construction extraordinaire réalisée par Merlin lui-même, qui aurait transporté les pierres depuis l'Irlande, depuis une mystérieuse danse des géants pour les ériger sur la plaine de Salisbury. Cette version rencontre un succès immense, vous l'imaginez bien. Elle transforme Stonehenge en monument héroïque qui est lié à la geste arthurienne, à la magie, à une histoire nationale fondatrice. Mais c'est pas la seule. Dans le même temps, vous avez certains ecclésiastiques qui proposent une lecture radicalement différente. Si un tel monument dépasse les capacités humaines, alors il ne peut être que l'œuvre du diable. C'est l'inverse, une construction nocturne, surnaturelle, inquiétante. Là encore, Stonehenge devient un support de projection, mais cette fois théologique. Et dans les deux cas, une constante, on refuse d'attribuer Stonehenge à des hommes ordinaires. Ce refus est fondamental. Il révèle une incapacité pendant des siècles à concevoir que des sociétés anciennes, sans écriture ni métal développé, aient pu réaliser une œuvre d'une telle ampleur. Et puis vient la Renaissance. La raison progresse, lentement. On commence à douter quand même de Merlin, à remettre en cause les explications purement mythologiques, mais ça ne signifie pas pour autant que la compréhension progresse réellement. Au contraire, vous avez de nouvelles hypothèses qui apparaissent, plus rationnelles en apparence, mais tout aussi spéculatives. Certains attribuent Stonehenge aux Romains, d'autres aux Danois, d'autres encore à des héros antiques ou à des événements historiques supposés. Du coup, on cherche à rattacher le monument à des civilisations connues, identifiées et documentées, parce que une chose reste impensable, qu'il soit l'œuvre de peuples préhistoriques, bien sûr. Le XVIIe et le XVIIIe siècle vont quand même marquer un tournant décisif. Les premières fouilles sont entreprises, les premières mesures sont réalisées, on tente quand même de comprendre l'organisation du site. Mais ces avancées techniques s'accompagnent d'un biais majeur, on cherche à confirmer en fait des idées préconçues. Inogo Jones, architecte du roi, propose une reconstitution idéalisée de Stonehenge, parfaitement circulaire, parfaitement symétrique, un monument classique, digne des canons de l'architecture antique. Mais cette vision est fausse, même totalement fausse, et pourtant elle va influencer durablement les recherches, au point d'orienter les interprétations pendant des décennies. Et parallèlement, une autre théorie s'impose progressivement, celle des druides. John Aubrey puis William Stuckley, qui sont des figures majeures de l'étude de Stonehenge, défendent l'idée que le monument est un temple celtique, destiné à des cérémonies religieuses druidiques. Cette hypothèse s'inscrit évidemment parfaitement dans le contexte intellectuel de l'époque, qui est marqué par un regain d'intérêt pour les Celtes et leurs traditions. Et surtout, elle offre une réponse totalement séduisante. Stonehenge devient un sanctuaire, les pierres deviennent un décor rituel, et les druides deviennent ses prêtres. Le problème, c'est que cette théorie est historiquement impossible, parce que les Celtes arrivent en Grande-Bretagne bien après la construction de Stonehenge. Mais ça, on l'ignore encore. Et surtout, on n'a pas encore découvert l'homme préhistorique. Le cadre chronologique fait donc défaut. Alors par défaut, on attribue le monument aux populations les plus anciennes connues, les Celtes. Et à partir de là, la machine s'emballe. Stonehenge devient un temple druidique dans l'imaginaire collectif, donc on y projette des rites, des sacrifices, des cérémonies. On imagine des prêtres en procession, des cultes solaires, des pratiques mystérieuses forcément. Cette vision va s'enraciner très profondément au point que, encore aujourd'hui, des mouvements néo-druidiques continuent à célébrer des rituels sur le site, perpétuant une tradition qui a probablement jamais existé sous cette forme, mais c'est pas grave. Ce phénomène est essentiel à comprendre. Stonehenge n'est pas seulement un objet d'étude, c'est un objet culturel. Un lieu sur lequel chaque époque projette ses propres croyances, ses propres fantasmes, ses propres besoins symboliques.
Au XVIIIe et XIXe siècle, on va même aller encore plus loin, figurez-vous. Les hypothèses se multiplient. Temples solaires, calendrier lunaire, monuments dédiés à une reine antique, œuvres des Atlantes. Chaque théorie tente de résoudre l'énigme, mais aucune ne repose sur des preuves solides. Alors vous avez deux camps, forcément il y a toujours deux camps qui s'opposent, les partisans des récits médiévaux et les défenseurs de la théorie druidique. Mais tous partagent un même défaut, ils raisonnent à partir d'idées et non à partir des vestiges. Et ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que la situation commence réellement à évoluer. Avec des figures comme Flinders Petrie, une approche plus rigoureuse apparaît. Mesures précises, relevés détaillés, numérotation des pierres, Stonehenge devient enfin un objet scientifique. Dans le bonus, je reviendrai un peu là-dessus. Mais même à ce stade, les certitudes vont rester fragiles. Parce que la science peut mesurer, elle peut dater, elle peut reconstituer, mais elle ne peut pas, à elle seule, restituer les intentions. Et c'est là toute la limite. En entrant dans l'ère scientifique, Stonehenge ne perd pas son mystère. En fait, il le déplace. On ne croit plus à Merlin, c'est vrai, on doute des druides, c'est vrai, on abandonne carrément les Atlantes, mais une question demeure intacte. À quoi réellement servait Stonehenge ? Et pour y répondre, il va falloir quitter les interprétations et revenir au terrain, aux pierres, aux traces, donc à la matière. C'est ce qu'on va faire ensemble maintenant.